Les humains sont devenus aveugles à ce qui est proche. Ils sont capables Ça les effraie. Oui. Ils sont capables, par Google Earth, puis par toutes sortes de moyens, de voir ce qui se passe partout sur la Terre, sauf ce qui se passe à côté d'eux. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Si vous êtes abonné exclusif, on est encore en 2025. Merci de nous accorder votre confiance, merci de nous soutenir. Si vous êtes un abonné public, bonne année 2026. J'ai voulu, comme premier épisode de 2026, m'intéresser à une notion qu'on a peut-être oubliée, une notion qu'on a peut-être perdue, une notion qu'on regarde peut-être de haut, l'espoir. Mathieu Bellil a écrit Une brève histoire de l'espoir. Bienvenue à Il reste du monde. Merci. Essayiste, professeur de littérature à Brébeuf, mais c'est l'essayiste que je veux rencontrer aujourd'hui. J'ai rarement lu un livre aussi dense qui tient en quoi? Même pas 200 pages. Puis en fait, il y a la bibliographie, 170 pages à peu près. Je le lisais puis je me disais, il y a plein d'affaires. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Toi qui l'as écrit? Oui, puis j'ai vraiment écrit ce livre-là avec une grande joie. J'ai rarement eu autant de plaisir à écrire un livre. C'est quand même mon 5e en 8 ans, puis l'écriture, c'est souvent une souffrance. Et là, ça l'a pas été, puis je pense que c'est la forme. J'ai eu un grand plaisir parce que j'étais comme dans... c'est comme si j'allais fouiller presque dans tous les recoins de ma vraie bibliothèque et de ma bibliothèque imaginaire pour aller chercher toutes sortes de faits, d'histoires, d'événements, de personnages, de notions qui permettaient d'illustrer mon sujet. Puis la forme, c'est une forme en fragments. Ouais. Donc, ça aussi, c'est... Fragment, ça veut dire qu'au lieu de faire un texte qui est vraiment suivi de la page 1 à la page 170, j'isole dans des 197 fragments. Donc, des fragments, c'est comme on pourrait dire, c'est des petits paragraphes. Des fois, c'est quelques lignes, parfois une page. Puis c'est comme si dans chacun de ces fragments-là, j'avais comme ramassé une pensée, une observation. Donc oui, grande densité parce que, puis je sais que ce livre-là, en fait, c'est comme s'il en contenait plusieurs. Honnêtement, c'est comme ça que je le sens. J'aurais presque envie de dire chaque fragment, c'est comme presque le début d'un livre. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, l'image du livre bibliothèque, là, à un moment donné, je la développe. C'est vraiment ça. C'est comme si ce livre-là, c'est un livre, mais c'est 197 livres. Ouais. 197 débuts de livres. Le fun que j'ai eu à écrire ça est difficile à décrire. Je pose la question parce que tu aurais pu me dire non, je pense que j'ai dit peu de choses en beaucoup de mots, mais là, je voulais juste être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. Bonne lecture. Tu racontes l'histoire du livre, c'est-à-dire il y a une anecdote qui t'est arrivée, quelque chose qui t'est arrivé qui t'a donné le goût d'écrire ce livre-là. Raconte-le-nous. Oui, c'est il y a 3 étés, donc en 2023, tu te rappelleras, tout le monde se rappelle de ces fameux étés où il y avait des feux de forêt au Québec, des gros feux de forêt. Le soleil était orange, là, en pleine journée, orange-rouge, puis ça sentait fort, la qualité de l'air était mauvaise. Je me souviens, à un moment donné, j'étais à Shawinigan pour un congrès dans un hôtel. Chanceux. Shawinigan est une ville merveilleuse. En tant que Mauricien, es-tu Mauricien? J'ai des quartiers en Mauricie. Des quartiers de noblesse mauricienne. Oui, j'ai des fragments en Mauricie. OK, moi aussi, c'est pareil. C'est pas complètement la Mauricie, mais qui est un lieu magnifique. Mais dans l'hôtel, même, avec la clim, ça sentait le feu. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'à un moment donné, on est assis à table avec des amis, puis on se met un peu à parler de changement climatique. Puis évidemment, il y a toujours, on a bu un peu, il y en a qui deviennent particulièrement pessimistes puis qui se mettent à dire que le monde va brûler. Et il y a mes filles
qui sont là, qui ont à l'époque ont peut-être 12, 9 ans et 12 ans, peut-être, chose comme ça. Puis, à un moment donné, il y a un ami qui leur dit, là, les filles, il va falloir que vous nous sauviez, le monde va brûler. Bon, vous allez nous sauver quand vous allez être grandes, ça va reposer sur vous. Tu sais, j'avais envie de dire, en un moment, vous aviez l'hypothèque, la crise de l'avenir, dont on parlera peut-être parce que c'est quelque chose qui accable beaucoup les jeunes aujourd'hui, l'espèce de sentiment que tout repose sur eux. Ma plus vieille a ri, elle avait l'âge, puis ma plus jeune, le soir, avant de se coucher, elle m'a dit, Papa, est-ce que c'est vrai que le monde va brûler? Ça, c'est le genre de question que quand t'es père, tu sais, dans la hiérarchie, il y a Papa, vais-je mourir un jour? Ça, c'est probablement la pire. Mais celle-là était quand même pas mal, pas piqué des verres. Sur le coup, j'ai improvisé quelque chose du genre on va, inquiète-toi pas, on va aller aider les pompiers s'ils ont besoin de nous. On va amener nos seaux d'eau, puis bon. Mais évidemment, je savais bien que la réponse n'était pas satisfaisante. Puis c'est le déclencheur du livre. Moi, j'ai l'impression, plus j'avance dans la vie, que les livres que je vais écrire ou que j'ai écrits et que je vais écrire, je les ai déjà en moi. Mais qu'à un moment donné, ça prend comme un appel du réel, presque un appel de phare, là, du réel qui dit OK, là, c'est ça qu'il faut que tu écrives. Puis ça a été ma fille cette fois-là. À qui t'aurais pu répondre, papa va écrire un livre? Parce que papa va aller aider les pompiers, mais papa va écrire un livre Mais aussi. oui, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je n'étais pas encore. Tu sais, c'est comme si la question avait comme pris du temps elle avait fait son chemin en moi, puis je m'étais dit, OK, mais c'est pas une réponse satisfaisante. Puis en même temps, je dois dire que, puis t'en as parlé dans ma présentation, je suis prof de cégep. Je parle tous les jours à des jeunes de 17, 18, 19 ans. Puis c'est des questions que j'entends souvent, tu sais. Souvent, quand je demande à mes étudiants, est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? Je remarque un immense écart entre est-ce que c'est mon avenir à moi dont tu parles? Puis en général, leur avenir personnel, ils se disent je vais m'en sortir. Quand c'est l'avenir, en gros, tu sais, je vais faire mon chemin, puis ils ont déjà, tu sais, à 18-19 ans, ben, les jeunes ont leur projet, on rêve de ceci, cela. Quand tu leur parles de l'avenir collectif, là, c'est autre chose. Là, on sent qu'il y a beaucoup plus de crainte et de réticence. Fait que c'est aussi pour les étudiants à qui j'enseigne que je voulais écrire ce livre-là. Puis évidemment, finalement, c'est pour tout le monde. C'est pas un livre pour les jeunes, c'est un livre même d'adultes que ma fille lira peut-être un jour. Elle n'est pas encore rendue là, je pense. Mais on va y venir parce que, dans le fond, ce livre-là, si je pouvais le résumer, mais je vais préférer que tu le fasses au fil de notre discussion, c'est comme un pied de nez au désespoir. Parce que c'est un livre dans lequel tu nous rappelles que plusieurs fois, on avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire de nous, Ouais. que tout était terminé, que Mhm. tout se dessinait pour être une fin horrible, puis finalement, on s'en est sorti. Mais moi, je me rappelle que le mot espoir, quand je faisais des niaiseries à l'école, puis qu'on me faisait copier un truc dans le dictionnaire, c'est un mot qui revenait souvent, parce que Ah ouais? comme le mot être, c'est assez long dans le dictionnaire, la définition du mot espoir. Je pense qu'il y a du Mm. stock là quand même. C'est quoi ta définition? Parce que c'est pas l'espérance. Tu as parlé de Ouais. pessimisme, ça Je pourrait vais. nous on- mener à l'optimisme. ouais. L'espoir, c'est pas l'optimisme non Non. plus. On pourra faire la distinction avec l'espérance parce qu'il y a toute une école de pensée qui défend l'espérance contre l'espoir. Là. On pourra revenir à ça, mais l'espoir, pour moi, d'abord, je le résumerai ainsi, c'est le cri de protestation de la vie en nous qui dit ça ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire, c'est le cri de la vie menacée. Et c'est important le cri de la vie menacée, parce que en réalité, quand il n'y a pas de menace, quand tout va bien, quand on est heureux, on n'a pas besoin de l'espoir. C'est ça le paradoxe. Parce que quand tu es heureux, puis que ta vie se déroule un peu comme tu l'attends, ben au fond, tu n'as même pas besoin de te demander ce que va être demain. Tu n'as pas besoin d'anticiper ou de craindre. Tu es simplement dans l'idée que la vie va continuer telle qu'elle est. Tu sais, que tu vas être heureux en amour, dans des affaires, tu vas avoir du succès, etc. Peu importe. Et donc, c'est quand ça se met à mal aller, c'est quand le malheur te frappe ou quand l'anxiété, le danger, quand la menace apparaît, que là, soudain, il y a quelque chose en nous qui est au fond. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe avec l'espoir. Déjà, c'est que souvent, l'espoir, la nécessité de l'espoir arrive quand arrive le désespoir à côté. C'est-à-dire, c'est comme une valeur presque à double face. Tu sais, Ouais. si je parle d'espoir, c'est que quelque part, j'essaie de combattre en moi la menace ou la montée d'un autre sentiment qui est le désespoir. Puis,
C'est pour ça que quand je dis que c'est la vie de la voix menacée qui crie en nous et qui dit ça peut pas s'arrêter ou ça doit continuer, ça veut dire que quelque part, l'espoir tel que moi je le considère, et tel que je le conçois dans sa forme la plus positive, la plus utile, c'est quand l'espoir est un moteur et quand l'espoir te donne l'élan ou est la bougie d'allumage de quelque chose. Quand l'espoir, parce que il faut le dire, les philosophes, pas tous, il y a quand même des exceptions. Kant, il y en a quelques-uns, mais dans leur vaste majorité depuis l'Antiquité, les philosophes se méfient de l'espoir. Ben oui, Nietzsche. Au fond, pourquoi Nietzsche? Schopenhauer, puis on pourrait remonter aux stoïciens. Platon même n'est pas super enthousiaste, Aristote non plus. Il trouve ça niaiseux un peu. Il trouve ça niaiseux, il trouve ça kitsch, il trouve ça cucu. Et surtout, en fait, plus fondamentalement, je citais par exemple Sénèque dans sa lettre à Lucilius qui dit « Tu cesseras de craindre quand tu auras cessé d'espérer ». Ça veut dire que dans la conception antique, surtout chez les Grecs, au fond, l'espoir n'est pas une valeur positive ou est une valeur, disons, dont il faut se méfier parce que si tu espères, tu cours le risque d'être déçu. Tu cours le risque de ne pas obtenir ce que tu souhaites et donc, et en fait, tu te projettes dans un temps sur lequel tu n'as pas de prise. Il y a des parents qui parlent de même à leurs enfants. Hein? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des Grecs parmi nous. Là. Oui, il y a des Grecs parmi nous. Puis il faut les entendre. Il y a une sagesse là-dedans. Parce que, puis pour revenir à Nietzsche, sa critique fondamentale de l'espoir, c'est qu'il parle beaucoup de l'espoir tel que défendu dans le christianisme. C'était l'idée que, au fond, il fallait tout miser sur un au-delà. Tu sais, toute notre vie devait être tendue vers une récompense à venir, en vertu de laquelle on pouvait endurer toutes les souffrances possibles, parce qu'on se disait, je souffre et cela va me donner le paradis. J'accepte le joug, l'humiliation, la servitude, j'accepte de nier mes propres désirs en vue d'un bien futur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'au fond, le communisme avait été une sorte de transposition laïque du rêve chrétien, c'est-à-dire souffrons maintenant pour un jour obtenir la société sans classe. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, cette forme d'espoir-là, qui au fond, elle est dangereuse parce qu'elle est détachée de la vie en nous. Alors, c'est pour ça que je comprends Nietzsche, je comprends même Schopenhauer aussi, mais en même temps, ces gens-là, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas dans leur position parce que tu sais, même Sioran, tu sais, Sioran, tu sais, que j'admire comme styliste, puis j'admire comme homme lucide, puis qui dit, au fond, il parle d'inconvénients d'être né, puis en gros, tu sais, il fait un peu j'ai envie de dire, il fait un peu l'inventaire dans toute son œuvre de toutes les raisons pour lesquelles, au fond, on est mal barré. Très cynique. Très cynique, puis en même temps, on se dit, ben, j'ai envie de dire à un homme comme ça, puis je suis certain qu'il y aurait une réponse, là, il était particulièrement brillant, mais si tu écris des livres, si tu prends encore la peine d'écrire des livres, ou, tu sais, toi, Schopenhauer, là, si tu prends encore la peine d'écrire des livres, c'est que quelque part en toi, il y a quelque chose d'autre que ce désespoir. C'est-à-dire, ce désespoir-là, même, tu veux le faire entendre. Donc, au fond, l'action même de dire il n'y a pas d'espoir est une forme d'appel, est une forme de... si tu sens la peine de le dire à d'autres, c'est parce qu'en toi, au fond, il y a encore cette idée que peut-être il y a une lumière, que peut-être il y a quelqu'un qui va répondre. Donc, ben c'est sûr. De toute façon, on va y revenir, Mathieu, parce que les gens qui écrivent des livres, moi, je n'achèterais pas l'explication de quelqu'un qui écrit un livre que ça n'existe pas l'espoir. Écrire un livre, c'est un geste d'espoir. C'est sûr. Oui. Puis ça peut être un espoir narcissique, ça peut être un espoir qui est complètement imbu de lui-même, mais on écrit un livre parce qu'on a l'espoir, regarde, je viens de le dire, d'être lu, l'espoir de voir sa vision du monde être partagée, entrer dans l'oreille de quelqu'un puis faire logis dans la tête, idéalement, de cette personne-là. Absolument. Donc, Sioran était cynique, mais Sioran avait espoir de passer un message, c'est certain. Je veux qu'on commence par le commencement, parce que les Grecs, c'est pas suffisamment loin. En arrière, d'après moi, c'est toi qui nous proposes de remonter même aux hommes des cavernes. Tu dis même que peut-être que l'espoir est apparu avec le feu. Oui. D'abord, juste un mot pour dire que
tu sais, je commence mon livre avec les Grecs, puis là, c'est pas une figure imposée, mais tu sais, j'ai le sentiment, en faisant ça, de faire un peu, de passer par là où on peut s'attendre que quelqu'un passe quand il raconte une histoire comme ça, qui a l'ambition absolument immodeste de pratiquement raconter l'humanité en 170 pages. Mais un moment où, puis ce moment-là, je pense qu'il est très important, pas seulement pour moi, mais il est important même pour nous tous, dans notre manière maintenant d'envisager l'histoire humaine. Puis, tu sais, il y a des gens comme nous, Yuval Noah Harari dans Sapiens, mais bien d'autres, Pascal Pic. Maintenant, la pensée sur le temps long, elle s'est développée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenant penser l'histoire humaine en remontant bien plus loin que l'invention de l'écriture. Tu sais, il y a l'histoire qui laisse les traces les plus marquantes, mais tu sais, je pense qu'on est à quoi? On est à plusieurs millions de témoignages qui nous viennent de la préhistoire, des peintures rupestres, des sites archéologiques. Alors, moi, je me dis à un moment donné, ben, les Grecs n'ont pas tout inventé, même s'ils sont extraordinaires. Et au fond, c'est quoi l'espoir? Et en quoi c'est lié au feu? Mais les Grecs n'ont pas tout inventé, mais ils ont tout dit. Je suis d'accord. Puis j'ai eu des discussions comme ça avec mon éditeur, puis on se disait quand même, tu sais, la fameuse histoire de la boîte de Pandore, il y a une vérité anthropologique. Ils ont saisi des vérités anthropologiques. Après, ça prend une forme qui est la leur, là, mais ils ont un niveau de lucidité et de compréhension qui me laisse encore pantois. On n'a pas tant progressé sur bien des questions, on n'a pas tant progressé depuis l'époque. Puis, tu sais, même quand on pense à Platon et à sa critique de la démocratie, qui dit la démocratie mène à la dictature, ou la démocratie mène tu sais, on se demande si c'est pas ça qui va arriver. Tu sais, il comprend des choses. Bon, évidemment, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pour la démocratie, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils ont cette capacité incroyable à voir des choses. Maintenant, je me dis, mais quand même, les humains, le feu, d'abord, la marche, ensuite, le feu, sont des moments, au fond, qui permettent aux humains de... OK, le feu, là, c'est comme c'est la chose qui a permis aux humains, paradoxalement, d'entrer en eux-mêmes. C'est-à-dire que, pourquoi? J'ai envie de dire, la littérature est née un soir de pleine lune, autour d'un feu, quelque part dans le très lointain Anthropocène, est née à ce moment où les humains ont eu d'abord la sécurité de dire, on peut être assis un soir et pas être toujours aux aguets que quelque chose nous arrive, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des espèces animales, si elles ne se sont pas développées comme les humains, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu la possibilité du repos. Tu sais, un animal, même au repos, est toujours en mode... Ben oui, nerveux. Nerveux. Parce qu'il peut se faire attaquer n'importe quand, à n'importe quel... L'humain, avec le feu, goûte pour la première fois à cette espèce de moment de sécurité. Les autres bêtes ont peur. Il peut prendre un bâton enflammé puis en éloigner. Et là, soudain, il se retrouve avec de l'espace. Puis là, il se met à se raconter, il se met à parler des rêves qu'il a fait la nuit passée à son chum en face de lui ou à Et puis là, ils se mettent à discuter. Puis là, en racontant ses rêves, il se rend compte, mon Dieu, c'est vrai, on peut inventer des choses. On peut, en racontant, on modifie, on peut jouer avec les rêves. Et là, soudain, en fait, ce qui se passe, c'est que l'humanité découvre que l'horizon, c'est pas juste quelque chose que tu peux fixer dans le lointain, c'est quelque chose que tu peux même retrouver en toi-même. C'est-à-dire, en toi-même peut se développer une scène imaginaire sur laquelle tu peux déployer des idées, des idéaux, des concepts. Et donc, pas très longtemps après que la littérature naisse autour du feu est probablement née la philosophie et la mythologie, c'est-à-dire toutes ces capacités qu'ont les humains à projeter littéralement sur, comme les ombres probablement que le feu faisait, projeter sur le réel des concepts. Alors, pour moi, c'est indissociable du feu. Puis d'ailleurs, je le souligne, puis là, je reviens au grec. Attends, avant que tu ailles au grec, parce ouais, puis avant parce que l'horizon, il y a quelque chose de merveilleux que tu écris au sujet de l'horizon. Tu dis, dans la constitution de tous les pays, il faudrait inscrire le droit à l'horizon. Ouais. Parce que tu dis, pendant la journée, ils sont bien conscients, ces êtres humains-là, à cette époque-là, qu'il y a quelque chose qui existe très, très loin.
Mais quand le jour se couche puis qu'il fait noir, là, on dirait qu'ils se disent, là, c'est le désespoir. Tu te dis, je suis à la merci de quelque chose. Absolument. Et là, le feu leur rappelle qu'il y a un horizon, qu'il y a quelque Oui. chose tout le temps. Qu'il y a une lumière aussi tout le temps. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, puis là, je vais te donner une anecdote. Moi, je suis un Montréalais depuis 30 ans. Je suis un Montréalais d'adoption, mais là, ça commence à faire un bout. Je suis né à Drummondville, j'ai vécu un peu dans les cantons de l'Est, j'ai vécu à Shawinigan. On en a glissé un mot tantôt. Ouais. Mais là, depuis 30 ans, je suis à Montréal. C'est là que j'ai trouvé l'amour. Puis bon. Mais je me sens pas encore tant Montréalais. C'est paradoxal, hein? Tu sais, quand on prend... des fois, quand je pense à des amis qui viennent issus de l'immigration, qui ne se sentent pas encore québécois, je me rapporte à cette idée que moi-même, Montréal... Bon, fermons la parenthèse de ça, mais sais-tu ce qui m'a réconcilié avec Montréal? C'est un parc qui est une sorte d'ancienne carrière dépotoir qui s'appelle le parc Frédéric-Bach, qui est au centre de Montréal, qui est en train d'être réhabilité, là, parce que c'est un site que... Et sais-tu pourquoi j'ai été réconcilié avec Montréal? Parce que soudain, quand je vais dans ce parc-là, je vois le ciel. Je vois, quand je me promène, je vois au loin le Mont-Royal et je vois la ligne des gratte-ciels à Montréal. Je vois venir. Je vois. Et pourquoi? Parce que quand tu viens en région, c'est l'affaire que t'aimes. Une des affaires qu'on aime le plus, c'est ça. Tu sors dehors, tu as la voûte étoilée, tu marches, tu vois loin. Il y a quelque chose là qui nous fait du bien. Voir l'horizon, c'est d'abord, à mon avis, toute la métaphysique vient de là. Tu sais, je veux dire, puis il n'y a pas à se demander est-ce que la métaphysique, c'est horizontal ou vertical. C'est quand tu regardes loin à l'horizon, c'est quoi l'horizon? C'est le lieu précis où l'horizontalité et la verticalité se rejoignent. C'est-à-dire là où ciel et terre se rejoignent, où soudain, tu n'es plus complètement en toi-même, tu es dans quelque chose de plus grand. Et le drame dans les villes, puis j'ai une amie qui me parlait de ça, qui vit à Québec et qui vit dans un quartier ouvrier, tu sais, un ancien quartier ouvrier de Québec, où elle est un peu comme, tu sais, presque dans une sorte de cuve, tu sais. Elle me disait, je me rends compte en lisant ton livre que je vois rarement loin, tu sais. Puis une des affaires, à mon avis, qui rend les humains malheureux dans le monde dans lequel on vit, d'abord, c'est qu'on n'a plus beaucoup l'espace et le temps pour sortir de l'espèce de tunnel dans lequel on est, mais c'est aussi qu'on est dans des villes souvent où l'horizon est bouché. Puis d'ailleurs, plus tu vas au centre-ville, puis plus tu es au bas des gratte-ciels, plus tu es privé d'horizon. Et pour moi, c'est pas un hasard peut-être que la misère est là. T'sais, la plus grande misère humaine est au pied des gratte-ciels. Ceux qui montent en haut, ils ont l'horizon, mais ceux qui restent en bas sont privés. Et donc, évidemment, j'aurais pas dire une boutade, c'est dire inscrire le doigt à l'horizon, c'est presque le poète en moi qui parle. Non, mais il y avait deux sens. Je crois vraiment ça, qu'au fond, sans horizon, il n'y a pas de vie. Et donc, cette idée-là, pour moi, pourquoi l'humanité se met à marcher? C'est parce que soudain, d'abord, elle voit l'horizon. Ça faisait longtemps qu'elle le voyait probablement du haut des arbres, parce qu'on vient des arbres, on est le peuple des arbres qui a fini par descendre. Puis à un moment donné, il y a l'envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre bord. C'est cette espèce d'envie irrépressible chez les humains de dire, là, je vois quelque chose là-bas, mais c'est quoi exactement? Puis surtout, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Une espèce d'incroyable curiosité. Puis ça me ramène si tu me permets, à la boîte de Pandore. Parce que, puis le feu, parce que le feu et l'horizon sont liés là. C'est que, au fond, toute l'histoire de la découverte du feu, c'est celle évidemment, tu le sais, là, tout le monde le sait, c'est Prométhée, hein, le mythe de celui qui vole aux dieux le feu. Mais tout le monde le sait pas. Oui, OK, mais c'est ça, OK. Je vais en parler un peu. Mais tu sais, Prométhée a cette idée un peu folle d'aller voler aux dieux un bien qui leur appartient. Puis, évidemment, les dieux se vengent solides. Là, ils l'attachent sur le bord d'un rocher, puis ils disent aux oiseaux, allez vous nourrir. Puis là, tu as Prométhée enchaîné, qui se fait bouffer. Mais Zeus, qui est particulièrement mesquin et très, comment dire... voyons, je cherche le mot, mais... rancunier. Oui, voilà, merci. Rancunier dit, j'en ai pas fini avec Prométhée. Il y a un frère qui s'appelle Épiméthée. Puis ce frère-là, il cherche une blonde. Fait qu'il dit, je vais y faire une blonde. Elle va s'appeler Pandore. Puis je vais donner à Pandore un cadeau empoisonné, OK? Une jarre. En fait, aujourd'hui, on dit une boîte, là, mais c'est une jarre.
Puis je vais dire à Pandore, ben voici ton cadeau de mariage. Puis un peu comme dans Adam et Ève et le jardin d'Éden, tu sais, genre, c'est comme le cadeau, mais cadeau dont tu ne peux pas jouir. Alors il dit, ouvre pas la jarre, Pandore, parce que si tu l'ouvres, tous les malheurs vont arriver. Puis évidemment, Pandore, ben, tu sais, elle fait ce que font les humains, elle l'ouvre. Et quand elle ouvre, c'est ça qui est intéressant de l'histoire, parce qu'on parle souvent de la boîte de Pandore, comme si on sait que ça veut dire quelque chose comme « Oh mon Dieu, on va avoir des problèmes ». Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand elle ouvre sa boîte ou genre, là, tous les malheurs sortent, en effet. T'sais, maladie, jalousie, mensonge, violence, name it, sont tous là. Puis à un moment donné, Pandore, elle se dit si je peux pas. À la boulette, là. Ah ouais, puis là, elle est avec son nouveau marié, là, puis elle dit OK, tu sais, hey, quel cadeau je te fais. Fait qu'elle rebouche, en désespoir de cause, elle rebouche la jarre. Et quand elle ferme la chose, il ne reste au fond qu'une chose. Quand elle ferme la jarre, il reste une chose, c'est l'espoir. Et là, Rémi, ça fait 2500 ans qu'on se gratte un peu la tête pour savoir, puis c'est ça le génie grec, pour savoir ce que ça veut dire, ça. C'est-à-dire, OK, est-ce que les dieux se sont dit, OK, ils font pitié aux humains, là, ils ont tellement, finalement, on les a frappés solides, on va leur laisser l'espoir comme une consolation, donc la seule chose. Ou, et là, ça, c'est la version de plusieurs Grecs, c'est, est-ce que finalement, l'espoir, c'est un autre malheur, un malheur supplémentaire dont les humains auraient été privés. Je ne sais pas si je suis clair dans mon... Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, cette deuxième version-là, je ne l'avais jamais entendue. Bien, puis tu vois, cette deuxième version-là est tout à fait conforme avec le fait que s'il y en a parmi les auditeurs, auditrices qui sont des fans de mythologie, cherchez le dieu de l'espoir. Puis chez les Grecs, vous allez le chercher longtemps parce qu'en fait, pour eux, ça n'avait aucune importance. Puis moi-même, j'avoue que je l'ai appris en écrivant mon livre. C'est une déesse, elle s'appelle Elpis, et personne n'en a jamais entendu parler. Oui, parce que pour les Grecs, l'espoir, c'est un peu... il y a un âge d'or, là. Puis Ouais. l'espoir, en fait, c'est bizarre. C'est comme si l'espoir était en arrière et pas devant. Ouais. Alors que pour les autres, dont les Juifs dont on va parler, l'espoir est en avant. Ouais. Mais un mot, puis après, on parle plus des hommes des cavernes ni des Grecs, mais il y a un autre truc que je savais, mais que tu rappelles dans ton livre, qui est absolument merveilleux. On dit souvent des hommes des cavernes que ce sont des êtres brusques, sans aucune sensibilité. Et pourtant, la science, l'archéologie nous révèle que... Bien, que c'est le contraire. Tu sais, par exemple, tout récemment, des chercheuses, je crois que c'est dans l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne, qui ont découvert des squelettes de Néandertal, d'hommes du Néandertal, très âgés et de toute évidence handicapés. Ça veut dire des gens qui sont morts et qui n'étaient plus capables de marcher depuis très longtemps. Et ça veut dire que les tribus s'occupaient de leur monde. Ça ne veut pas dire, évidemment, il ne faut pas non plus tomber, je ne veux pas tomber dans l'idée qu'ils étaient tous des humanistes. Mais il y avait cette idée... c'est une goutte de parfum dans une réflexion qui... Mais aussi, c'est que, en fait, c'est parce que ce qu'on ne réalise pas, là, c'est que le plus grand mal que les humains sont capables d'accomplir, c'est généralement le mal qu'ils accomplissent quand ils sont aveugles aux conséquences du mal. Appuyer sur un bouton, là, quand tu es dans l'avion qui va larguer sur Hiroshima ou Nagasaki des bombes, c'est déjà lourd de conséquences. Mais si tu appuies sur le bouton qui ouvre la soute et qui fait tomber, j'oublie les noms, là, mais c'est Little Boy, Fat Boy, puis ils ont des noms un peu ridicules. Là. Et il y a Little Boy aussi, je pense. Little Boy, c'est ça. Little Boy, puis Fat quelque chose. Ben, je veux dire, quand tu appuies juste sur un bouton, tu es capable d'une destruction inouïe. Tu sais, dans les chambres à gaz, puis dans les camps de la mort, c'était ça. C'est qu'on avait divisé le travail dans la logique tayloriste, là, tu sais. Puis on se disait... le travail rend libre. Oui, puis il y a personne qui était celui qui était le proche, qui était le prochain. Mais je reviens juste aux gens de la préhistoire. Quand tu évolues dans des petites bandes de gens, tu sais, des bandes de 15, 20, peut-être 30, mais peut-être des fois moins que ça, ben écoute, tu le sais, tu les connais, les conséquences du mal que tu peux faire. Donc, en fait, l'idée que l'homme préhistorique était une brute, tu sais, l'image là, de la masse,
puis qui tire la femme par les cheveux. Là. Tu sais, le cliché qu'on a vu depuis... C'est une invention du 19e siècle. Et moi, ma prétention, quand je regarde ça à la lumière des faits historiques, je pense qu'en fait, ça faisait plaisir aux gens du 19e siècle de penser ça, que c'était quasiment une manière de justifier peut-être leur propre violence. Ben en fait, c'est classique de l'homme avec un grand H. Tu regardes ce qui était avant toi pour t'auto-raffiner. Oui. Tu attribues des défauts à des gens qui n'avaient peut-être pas celui-là, en tout cas. Passons aux Juifs, parce que, bon, moi, j'ai une fascination pour la pensée juive. Je vais lire un long passage. La croyance au Messie est inséparable d'une attente, et les Juifs qui n'ont jamais connu le Christ et continuent d'attendre sont peut-être en vérité les plus sages. Ils ont compris que l'attente maintient en vie, que l'espoir non seulement fait vivre, mais est la vie même. Son Messie n'est pas encore venu, et quand bien même il ne viendrait jamais, il faut continuer de vivre et d'espérer. C'est-à-dire que les Juifs, c'est au-delà même des chrétiens. Les chrétiens, ça va être difficile, mais il nous attend quelque chose. Les Juifs, ils ont compris que ça arrivera peut-être même pas, en fait. Ouais. Puis Israël, ça a été ça, le projet d'Israël, c'était ça. On y croyait. Il y avait toutes les raisons de plus y croire, mais il y avait quelque chose dans le geste. Le geste était suffisant en soi, d'attendre. Moi, je les admire dans le sens suivant, c'est que quand on regarde l'histoire du peuple juif, qui a, au fond, probablement, peut-être que ça leur vient des Zoroastres, là, on n'entrera pas dans les détails, mais ça leur vient peut-être d'une autre religion monothéiste antérieure, mais quoi qu'il en soit, ils ont l'intuition d'un Dieu unique, mais surtout l'intuition d'une rédemption possible. Eux, c'est peut-être plus de l'ordre du possible que de la... Tu sais, chez les chrétiens, la nuance, c'est il y aura rédemption. Tu sais, chez les Juifs, c'est toujours possible, puis donc ça peut arriver à tout moment, comme ça peut ne pas arriver, mais pourquoi ils inventent le Messie? T'sais, la notion du Messie, ben, parce que c'est peut-être dans l'histoire un des peuples les plus désespérés aussi. T'sais, un paradoxe, ils inventent ça. Quand est-ce qu'ils se mettent à rêver du Messie? Ben, ils sont en exil à Babylone. Ils sont des esclaves. Tu sais, si on s'intéresse, par exemple, au texte de l'Ancien Testament, c'est le récit de certains des prophètes comme Daniel, Esther, le livre d'Esther, il y en a d'autres aussi, mais c'est des textes où on voit le désespoir dans Isaïe, par exemple. C'est là qu'on voit le désespoir dans sa forme la plus extrême. Parce que moi, je pense que les grandes cités de la Mésopotamie, comme Babylone, justement, c'est probablement là que pour la première fois, l'humanité goûte à ce qu'on appelle la violence des classes sociales. C'est-à-dire que là, dans les grandes cités, tu as des catégories sociales très nettes, puis tu as des gens qui c'est des esclaves, qui sont en dessous de tout le monde, puis ça s'adonne à ce moment-là à être les Juifs. Eux, ils inventent ça. Mais ce que j'aime d'eux, puis ce que j'aime, c'est que tu sais, dans le christianisme, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu agacé, c'est l'idée que, puis par ailleurs, c'est une grande religion, là, moi je ne serais pas là aujourd'hui pour la casser, mais c'est l'idée que le salut viendra d'ailleurs. Tu sais, le salut viendra de l'au-delà. Puis ça, les Juifs, ils avaient bien de la misère avec ça, parce que eux, quelque part en eux, il y avait l'idée que peut-être, en fait, le Messie, c'est pas une personne, mais un moment de l'histoire qui implique chacun de nous. C'est-à-dire qu'au fond, le Messie, c'est pas un individu, c'est un ensemble de personnes qui, à un certain moment de l'histoire, vont arriver à faire quelque chose. Et je trouvais que cette philosophie-là poussait finalement à une responsabilisation. Puis, puis j'aime beaucoup l'histoire de Kafka, par exemple, qui pour moi est une image de ça. Tu sais, Kafka qui, à un moment donné, se promène dans un parc à Berlin, croise une petite fille de ses voisins qui dit... qui pleure parce qu'elle a perdu sa poupée. L'histoire est toute simple, mais je trouve que c'était une image. Tu sais, le grand écrivain voit une petite fille pleurer qui a perdu sa poupée. Puis là, tu sais, évidemment, il pourrait dire, ben moi, je suis comme... Ben, il faut dire que Kafka est devenu grand écrivain après sa mort. Là, en effet, c'est vrai, t'as raison. Il faut quand même donner ça. Puis d'ailleurs, il a demandé à son ami Max Brod de brûler le 3/4 de ce qu'il avait écrit, ce que Max Brod, heureusement, n'a pas fait. Une chance. Il y a parfois des souhaits comme ça qu'il ne faut pas exaucer. Quoi qu'il en soit, il voit la petite fille, puis il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Il rentre chez lui et il se met à écrire des lettres qu'il signe du nom de la poupée. Et là, il va les porter dans la boîte aux lettres de la petite fille.
ou en tout cas, il les poste. Je ne sais plus comment il fait ça. Mais là, la petite fille, elle reçoit des nouvelles de sa poupée perdue, qui lui elle raconte sa vie. Elle a rencontré un prince, puis là, elle est en train de se marier. Puis là, à un moment donné, la poupée lui dit ben là, je suis désolé, je ne pourrais plus t'écrire de lettres. Là. D'ailleurs, Kafka est en train de mourir. Il ne pouvait pas en écrire. Mais je ne pourrais plus t'écrire de lettres, mais juste à dire que je suis très heureuse. Puis moi, ce que je retenais deux choses de ça. Je me disais, d'abord, j'aime l'idée du grand écrivain. Tu as raison, il n'était pas encore tout à fait grand, mais quand même, qui prend le temps d'incarner l'espoir pour cet enfant-là. Parce que, et ça rappelle ce que disait aussi Sartre, c'est que l'espoir n'existe que dans l'action. L'espoir, on ne peut pas être dans l'espoir et seulement être dans les mots. À un moment donné, il faut agir. Puis agir, c'est... on rêve tous du Messie comme de quelqu'un, ou du héros qui change le monde. Oui, mais si tu changes le monde, mais que tu ne t'occupes pas de ce qu'il y a de proche, que tu n'es même pas attentif à ce qui vient à toi au quotidien, je ne sais pas si tu changes vraiment le monde. Ce qu'il y a de beau avec les Juifs, Mathieu, c'est aussi que, on pourrait parler par exemple de Jésus quand il arrive. Non, c'est pas le Fils de Dieu, c'est pas lui. Donc, parce qu'ils ont compris que quand ce qu'ils espèrent survient, ben là, il faut trouver une autre chose à espérer. Non, mais c'est ça aussi. Puis, c'est vrai. Tu sais, par exemple, Fernand Dumont, qui s'inspirait aussi beaucoup de la pensée juive, a dit à un moment donné, c'est bien beau faire la souveraineté, mais il n'y a pas de meilleur divertissement que la passion des tâches inachevées. Une société a un rêve, le rêve se réalise, c'est le fun, ça prend un autre rêve. C'est à quoi ça me fait penser? Ça m'a marqué. Il y a plusieurs années, à un moment donné, il y avait un couple à la télévision qui venait de gagner le million. Okay? Puis là, le journaliste fait ce qu'on fait toujours quand on demande, quand quelqu'un gagne un million, il dit « Puis qu'est-ce que vous allez faire avec votre million? » Et le couple avait dit « Ben, on ne sait pas encore parce que notre rêve, c'était de gagner le million. » Ben oui, c'est ça. Ça ne sait pas quoi faire. C'est ça. Alors moi, je me dis, logiquement, le lendemain, il faut qu'il retourne acheter des billets pour en gagner un autre. Mais c'est vrai que ça tient en vie. Puis c'est vrai que des fois, c'est étonnant comment les humains sont capables de... Moi, c'est une des affaires qui m'a fasciné dans ce livre-là, en l'écrivant. C'est à quel point les humains s'inventent ou se créent des récits, se créent des idées, se créent des projets pour continuer. Et peut-être, dans une de mes protestations en écrivant ce livre-là, c'était que je trouve qu'à plusieurs égards, puis je ne veux pas nier les faits, là, il y a des faits, mais à plusieurs égards, on est obnubilé par l'idée de la fin. On l'est sur le plan climatique, mais on regarde sur tous les plans politiques, social, on est beaucoup dans l'idée, la peur que ça finisse, la peur que ça meure, la peur de mourir, la peur de disparaître. Puis je balaie pas ça du revers de la main, parce que j'ai compris une chose dans la vie aussi, c'est que la peur est un puissant, comment dire, quand ton enfant marche sur le trottoir puis qu'il met un pied dans la rue, là, c'est là que tu cries, parce que tu veux qu'il ait peur de s'éloigner, de s'écarter du bon chemin. Mais il y a un moment où peut-être ces peurs-là forment ce que j'appellerais une sorte de mythologie crépusculaire, là. C'est-à-dire une espèce de nuage à l'intérieur duquel on évolue et qui fait que, à la longue, on peut devenir insensible ou désensibilisé à la peur. Et quand ça arrive, c'est pas drôle parce que ça donne nos milliardaires qui pourtant ont une incroyable maîtrise de l'avenir. Je parle des tech bros, là, ceux qui décident de ce qui s'en vient. Là, mais ils s'achètent tous une île dans le Pacifique ou un condo bunker dans le Montana, ou alors, comme Elon Musk, qui rêve d'aller sur Mars pour se réfugier ou sur la Lune. Mais c'est-à-dire, ils n'ont pas confiance. Et moi, j'avais juste... Ça a toujours été comme ça, par contre. Les rois vivaient en retrait. Je suis d'accord, mais en même temps, ce que je veux juste souligner, c'est que je me demande si à un certain moment, on n'a pas intérêt à essayer de penser contre cette peur de la fin. Penser contre le courant et dire comment on veut que ça continue. Pourquoi on veut que ça continue? Comment on veut que ça continue? Puis si on pense que ça continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le danger, c'est de tomber dans une forme de cynisme à l'échelle individuelle, de dire
de toute façon, tout s'en va à volo. Tout va tomber. Le filet social va s'effondrer, le Québec va, le français, puis à un moment, le climat, la démocratie. Puis là, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste toi avec ton petit bonheur personnel. Il reste peut-être ce que Denis Arcand a appelé le confort et l'indifférence. Tu dis, ben, je vais me réfugier dans cette bulle-là, puis je vais attendre. Pendant que le monde s'effondre, ben, je vais manger, puis boire du vin, puis je vais avoir du plaisir avec mes amis. Ben, moi, ça me fatigue, ça, parce que je trouve qu'une des raisons pour lesquelles les jeunes, on l'a discuté, pour moi, c'est quand même grave quand des jeunes se disent je sais pas si je veux une famille. Je sais pas si je veux mettre des enfants au monde. C'est même pas est-ce que je veux des enfants, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui en veulent, mais mais est-ce que je veux mettre des enfants dans ce monde-là? Mais il y a un grand malentendu, moi, je pense, ouais. parce que il y a des gens qui... on nommera pas de nom, là, mais il y a des gens qui sont peut-être, selon ta vision, tu me corriges si je me suis trompé, porteurs de désespoir, chialeux, polémistes, bon. Et il y a des gens, et ce livre-là en est la preuve, qui essaient de dire, non, mais attendez, on peut regarder le monde différemment. Mm-hmm. Moi, je veux des deux. Mm-hmm. Et je crois vraiment que les premiers là, que je t'ai décrits ont une réelle importance. Et c'est toi qui parlais tantôt d'espoir et de désespoir, ça vient en paquet de deux. J'aurais pu t'interrompre et te dire, finalement, ce sont des frères siamois. L'espoir n'existe pas si le désespoir n'a pas été consommé. Tu ne peux pas concevoir, même juste sur le plan du conceptuel, strictement conceptuel, l'espoir s'il n'y a pas d'abord le désespoir. Et les gens qui, des fois, dénoncent des situations ne sont même pas dans le désespoir. En fait, ils sont peut-être exagérément dénonciateurs, mais il faut nommer les choses. Moi, je ne veux pas dans un monde où on est juste en train de... Tu sais, il faut un équilibre. Ouais, il faut un équilibre. J'ai même pas envie de finir ma phrase parce que j'ai même pas envie de dire, je vais quand même devoir le dire, mais que je veux que d'un monde où il y a des gens qui me parlent d'espoir, parce que là, j'aurais l'impression d'être dans la maison des fous. Là. Oui, mais en fait, tu as entièrement raison, Rémi. Puis, moi, en fait, au fond, on pourrait dire que ce livre-là est une protestation justement contre un certain sentiment de désespoir. Pour moi, il faut que les deux communiquent. Et le danger, c'est simplement qu'à un moment donné, les deux ne communiquent plus. Parce que c'est plus... Je suis d'accord. Le pessimisme est intellectuellement plus valorisé que l'optimisme. L'optimisme, c'est Candide de Voltaire, c'est-à-dire une espèce un peu tata, qui se promène dans le monde puis qui ne voit pas tout le mal qui se produit. Puis, alors, il ne s'agit pas d'être aveugle au mal, parce qu'effectivement, d'abord, il faut garder cette capacité de s'indigner puis de dénoncer des injustices, mais de temps en temps, il faut aussi se rappeler pourquoi, néanmoins, le monde continue. Pourquoi, néanmoins, les humains continuent de s'aimer, de faire des projets, de rêver, de créer de la beauté dans un monde dévasté. C'est-à-dire, il faut aussi de temps en temps penser à ce qui nous relie et pas seulement à ce qui peut-être nous place dans un contexte plus adversatif. Ce qui nous relie, c'est pas juste de la bien-pensance, c'est pas juste des bons sentiments, c'est pas juste du wishful thinking, comme diraient les Anglais, c'est la vie. Puis ça, si on l'oublie, des fois, ça fait une pensée. Puis l'inverse, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, l'inverse, c'est vrai. Si je suis complètement dans... tout va bien, il n'y a pas de 30 dangers là, que ça arrive. Comme me disait un ami, parce que ça m'a marqué, il dit, c'est intéressant, Mathieu, j'ai lu ton livre, il dit, tu me fais réaliser qu'on a rarement besoin de rappeler aux gens l'importance de désespérer. Ils font tout seuls. Mais oui, non, tout à fait. Mais alors, de temps en temps, il faut se rappeler pourquoi ça vaut la peine de continuer. Oui, il faut pourquoi il faut les deux. C'est pourquoi on enseigne, pourquoi on a des enfants, puis pourquoi on veut le meilleur pour eux. À un moment donné, donc, c'est comme la vie qui proteste dans ce livre-là, un peu. C'est ça que... Alors, c'est pour ça que je sais pas, parce que moi-même, tu décrivais l'intellectuel polémiste qui critique. Mais moi-même, c'est mon pain et mon beurre. Je veux dire, bienvenue au pays de la vie ordinaire, l'empire invisible, ce qui meurt en nous. C'est-à-dire, c'est mon éducation, c'est la formation, c'est souvent même, j'aurais envie de dire, c'est la raison d'être de l'intellectuel, de pointer. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que, tu vois, c'est peut-être personnel, là, mais moi, je suis souvent pris avec cette critique-là concernant mon travail puis celui de gens dont je suis très proche. Puis on passe pour des gens qui sont chialeux, qui ne voient que le négatif. Vraiment, j'invite toujours les gens à
consommer l'ensemble du travail qu'on fait parce qu'il Ouais. n'y a personne que je connais qui fait ce métier-là et qui peut se permettre de faire ça. Ça déprimerait tout le monde. Il n'y a pas un boss qui paierait quelqu'un pour faire une job sale de même. Mais c'est que il faut des deux. Il faut cette personne-là, il faut l'autre qui arrive avec une autre vision du monde. Oui. Tu peux pas peupler quoi que ce soit avec juste une des deux attitudes comme ça. C'est pas vrai. possible. C'est pas possible. Mais tu sais, on voit... Il faut accepter que les t'as deux raison. ont un rôle. Mais tu sais, par exemple, Trump, dans mon livre, il est dans une parenthèse. J'ai remarqué, puis d'ailleurs, j'ai lu ton livre jusqu'à la fin, puis c'est vraiment à la fin là, que Trump survient. C'est une parenthèse. Puis je me disais, oui, c'est une parenthèse. C'était Effectivement, voulu. c'est une parenthèse. Au début, je voulais même pas le mettre, mais je l'ai mis parce que... Mais t'aurais dû pas le mettre. Parce que tu aurais réussi un plus gros... Ça aurait été un encore plus grand exploit. Je me suis demandé si tu t'es pas senti obligé de le mettre. C'était une bataille. Non, parce que finalement, j'ai quand même dit quelque chose d'important sur l'Empire américain. Tu sais, pour moi, Trump, c'est quand même le symptôme. Je retrace ça à un deuil mal guéri. Le deuil d'une puissance qui s'est révélée faillible en 2001. Puis pas juste ça, là, mais symboliquement, il y a ça. Mais je l'ai mis en parenthèse pour rappeler que c'est une parenthèse. Puis, donc, je ne voulais pas l'ignorer, mais je voulais juste rappeler aussi que parfois, on a le nez tellement collé sur le présent et sur un présent qui tourne en boucle sur lui-même qu'on voit plus le fait que l'histoire humaine, elle est extraordinairement surprenante. Ah ben oui. Tu sais, je veux dire, d'abord, mettons, revenons à Obama, là, qu'on l'aime, je veux dire, peu importe. Mais tu sais, dans le temps d'Obama, personne n'imaginait Trump, là. Tu sais, que ça allait arriver. Mais aujourd'hui, on dirait que personne ne peut imaginer quelque chose de... sauf ceux qui préparaient Trump. Oui, puis en fait, Trump est né d'Obama, c'est ça. Mais c'est ça que je te dis. Oui, non, mais ben oui. Puis d'ailleurs, mon livre, L'Empire invisible, ça commence comme ça. Je suis à Chicago en 2008. Obama est en train de gagner la présidence. Son visage est partout. Yes Weekend. Puis à un moment donné, j'arrive dans le centre-ville, près de la Chicago River. Puis je vois un immense édifice de verre, tu sais, une flèche, là, tu sais. Je suis là, wow! Je m'approche, puis là, il est en construction. Autour, il y a encore la barricade de bois, tu sais, avec le visage d'Obama, mais qui est déjà en train de décoller. Tu sais, le Michigan, ça vente, là. Tu sais, puis c'est en train de décoller, puis tu sais, l'image un peu de... C'est déjà vieilli, là, Obama, alors... Puis le nom de la tour, ben oui. La Trump Tower. La Trump Tower. Et quand j'ai vu ça, sur le coup, j'ai pas compris, mais quand Trump s'est mis à monter, l'image m'est tout de suite revenue, j'ai dit... Trump est un produit ou un sous-produit, évidemment pas volontaire, mais c'est un sous-produit d'Obama. C'est-à-dire, évidemment, je ne suis pas en train de dire Obama cause Trump, je suis en train de dire il y a quelque chose dans l'Amérique aussi qui s'est réveillé à ce moment-là, qui était en dormance. Et donc, je ne sais plus où on s'en allait avec ça. Mais c'est super intéressant. Mais ce que j'allais dire, c'est que, oui, c'est ça, c'est que des fois, on a le nez tellement collé sur le présent, on ne se rend pas compte que les nouvelles puis les réseaux sociaux sont un accélérateur de mauvaises nouvelles. Tout ça est un incubateur, parfois, qui nous fait sentir notre impuissance presque à chaque minute. Tu sais, tout ce qu'on voit dans les nouvelles nous fait sentir notre impuissance et parfois, peut-être, nous fait oublier le pouvoir qu'on a de faire des choses. Puis je peux bien, moi, demain matin, faire un statut Twitter, peu importe, X, Facebook, sur tel... Facebook, tu as plus de mots, hein, fait que tu peux... Oui, bon, OK, ouais. Mais tu sais, sur tel sujet ou tel autre. Mais tu sais, j'ai fait quoi dans le réel, moi, quand j'ai fait ça? Tu sais, quand j'ai fait un statut, là, même s'il dénonce quelque chose, mais j'ai fait quoi vraiment, là? Tu sais? Donc, des fois, mon livre, c'était comme le désir. C'est drôle, hein? C'est un livre qui s'inquiète de l'avenir, puis qui finalement m'a amené vers le passé. Oui, mais justement, il y a des exemples dans ton livre. La peste, par exemple. Puis on va à la même place. C'est que finalement, ce qu'on comprend quand on lit ce livre-là, c'est qu'il s'est tellement passé des affaires effroyables dont on est sorti qu'il faut relativiser ce qui nous arrive, puis il ne faut pas avoir
peur absolument de quelque chose qui nous semble être catastrophique, Non. puisque par le passé, il y a eu des fois où on pensait vraiment qu'on allait en mourir. La peste, c'est entre 1347 et 1351. Moi, j'avais oublié, là, c'est quand même 25 millions de morts. C'est le tiers de la population de l'Europe. Ouais. Donc, à l'époque, on se dit c'est la fin du monde et pourtant, on s'en sort. Il y a l'histoire dont on parlait tantôt, hors onde, c'est celle d'un volcan aussi. Il y a 74 000 ans, un super volcan Toba sur l'île de Sumatra. Cherchez-le pas maintenant, là, mais à l'époque, qui génère une puissance équivalente à 80 fois le Pinatubo. C'est-à-dire, en gros, là, il va faire nuit à 1000 km à la ronde. Et en fait, une des hypothèses à propos de la migration d'Homo sapiens qui part de l'Afrique et qui s'en va dans les extrêmes, parce que c'est que ce nuage-là qui part de Sumatra se répand sur l'Inde, sur l'Asie du Sud-Est, l'Inde, arrive en Afrique. Puis là, en Afrique, ça meurt. Là. Le cœur de l'humanité, le berceau de l'humanité, ça meurt. Et quand ça meurt, ben, il y a des humains qui s'en vont dans le sud. Ils vont devenir Homo naledi, qui est une variante d'hominidés. C'est comme on dit, c'est pas l'Homo sapiens, mais c'est une variante. Là. Ben, eux, ils vont faire leur histoire. Mais il y en a plein d'autres qui remontent vers le nord de l'Afrique et même probablement en Europe. Puis c'est là qu'arrive à peu près la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal. Les deux, tu sais, et tu sais, comme on appelle ça un bouleversement climatique extrême, là. On peut dire ça. Tu sais, puis l'obsession des humains pour le climat n'est pas nouvelle. Ça, c'est une autre affaire qui m'a fasciné quand les pères de l'Église, au 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, qui n'arrêtent pas de regarder le climat puis de se dire c'est la fin, il fait trop froid, on n'a plus de récolte. Évidemment, je dis pas ça pour comme banaliser ce qui arrive maintenant. Ce qui arrive maintenant arrive pour vrai, on le voit. Là. L'été 2023, je m'étais dit dans ma naïveté ou mon optimisme que c'était exceptionnel. Puis cet été, on a encore eu des feux de forêt importants. Donc, mais c'est juste pour se rappeler, d'abord, que c'est pas la première fois que les humains ont peur que ça finisse. Deuxièmement, qu'au fond, l'humanité, c'est une hypothèse un peu radicale que je développe dans le livre, qu'au fond, peut-être la fin est derrière nous. Ben, c'est ce que. Il y a juste un exemple qui m'a fasciné. On l'oublie, là. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as regardé cette série-là, magnifique, narrée par Mathieu Kassovitz, Apocalypse. Non. Sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont colorisé les archives de la Deuxième Guerre, puis ils ont appelé ça Apocalypse. Puis ça raconte la guerre des débuts de Hitler jusqu'à la fin. Là. Puis juste le titre, j'étais comme, il faut se rappeler que dans ce temps-là, là, mettons en 41, là, je repensais à mon grand-père dans 1912. Là. Lui, il est né dans la Première Guerre, à peu près. Après ça, il y a eu la crise économique. La Deuxième Guerre, là, tu es en 41, là, puis tu te dis, coudonc, l'anxiété, c'était peut-être pas de l'éco-anxiété, mais de l'anxiété par rapport à l'avenir. Les humains en ont eu, on l'oublie parfois, Puis moi, je voulais rappeler que c'est pas la première fois, puis que de toute façon, il n'y a pas de sens à être là, puis à continuer si on n'y croit pas. Parce que si on n'y croit pas à la suite, là, on est aussi bien arrêté. Puis dans les faits, on n'arrête pas. C'est-à-dire, on continue de... Ça veut dire que quelque part en nous, il y a quelque chose qui est même plus fort que les diagnostics les plus pessimistes, qui s'appelle la vie, puis qui veut que ça continue. Fait que si on veut que ça continue, ben moi, mon plaidoyer dans ce livre-là, ben, c'est assumons-le, puis allons à fond dans la vie, puis dans ce qu'on peut construire. Ouais. Mais c'est là que je te suis plus, parce que je me dis... Ou alors, je te suis plus toi, ou je suis plus bien du monde, que j'entends souvent me dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit, puis il faut faire de quoi, parce que sinon, on va basculer dans autre chose. Puis là, en plus, on pourrait même discuter de ces enjeux qui ne nous concernent pas. Je veux dire, moi, je m'excuse, mais je ne vois pas en quoi la guerre en Ukraine me concerne, sincèrement. Dans mon quotidien, là, c'est une guerre qui, sur le plan des idées, peut peut-être m'interpeller. Peut-être que je peux me dire, OK, il faut que je me positionne sur le plan des idées. C'est un enjeu civilisationnel, mais peut-être que je m'en mets trop sur les épaules aussi. Trump ne nous concernait pas jusqu'à temps qu'il y ait les tarifs. Avant ça, il y en a qui capotaient un petit peu trop, là, d'après moi. Là. Bon.
qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Parce que tu viens d'écrire un livre dans lequel tu donnes des exemples de fois où on pensait que c'était la fin, puis à chaque fois, c'était pas la fin, puis là, on croit encore que c'est la fin. S'il faut que tu écrives un volume 2, là, je suis pas mal sûr que je sais comment ça commence. Là. On s'en est sorti. Moi, je suis... Quand je te dis que je te suis plus, c'est parce que j'ose penser, peut-être que je me trompe, vas-y. que tu trouves ça inquiétant, Trump. Que la crise climatique, c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Mais puisque ton livre prouve qu'on s'en sort, oui. Là, c'est là que je te suis plus, c'est que je ne sais plus quelle posture il faut adopter. Oui, mais c'est parce que il faut savoir par quel chemin on a pris pour s'en sortir. C'est-à-dire que je comprends ton point, puis il est important, c'est que je vais dire comme ça, moi, j'ai fait mon coming out d'optimiste modéré, c'est-à-dire, je ne suis pas un fou de l'optimisme, mais il y a quelque chose en moi qui résiste depuis toujours à cette idée que, tu sais, tout s'en va, tout va tomber. Puis, parce que je trouve qu'on sous-estime la résilience des humains. On sous-estime les capacités humaines à résister, à combattre. Mais la preuve que ça continue n'est pas le signe qu'il faut juste rien faire. Vois-tu la nuance? Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, ça veut juste dire, OK, il y a encore moyen de faire quelque chose. Moi, c'est ça mon... C'est pas... au fond, n'en parlons même plus, tu sais, parce que... Tu fais une distinction entre la nonchalance... Voilà, c'est ça. Et l'action, évidemment. Mais je veux dire, tu dis c'est pas la même affaire. Mettons, mettons qu'on faisait un genre de spectre, là, je ne sais pas comment dire ça. Tu aurais la nonchalance et l'indifférence dans une extrémité. C'est comme... Tu aurais l'action et la vigilance, puis à l'autre extrémité, tu aurais l'anxiété. Parce que le problème de l'anxiété, quand elle devient trop grande, c'est qu'en fait, elle ne te pousse pas à l'action. Elle te pousse à te mettre en petite boule, puis à vouloir juste que ça arrête, tu sais. Puis en fait, c'est terrible à dire, mais les deux extrêmes, à un moment donné, là, se rejoignent. C'est-à-dire, tu peux passer de l'anxiété à la nonchalance en te disant, moi, je ne veux plus vivre ce sentiment-là de ne pas être bien face à ce qui se passe. Donc, je vais m'en aller vers la nonchalance. Puis ça donne beaucoup de monde, puis j'en entends beaucoup parler dans les dernières années, c'est des gens qui décrochent. Tu sais, ils décrochent des nouvelles, ils décrochent de... Tu sais, on le sait... Ça existe pour vrai, ça? Moi, j'y crois jamais. Oh oui, non, ça existe. Ceux qui ne savent pas qui a gagné la dernière élection, mettons... comment ça marche exactement? Non, ça ne veut pas dire qu'ils décrochent. OK, non, mais tu sais, j'ai pas des chiffres. Je ne suis pas un sondeur, là. Tu sais, il y a probablement des gens qui ont des réponses... Mais tu connais ces gens-là. Beaucoup plus précises que moi, oui. Mais ils décrochent dans le sens qu'ils vont aller chercher en surface... OK, c'est Carney qui a gagné, parfait. Mais dès qu'ils vont voir des mots dans une manchette, là, ils iront pas lire. Puis on sait que dans certains médias, puis que les médias le savent, certaines informations sur certains sujets, il y a de l'évitement. C'est-à-dire les gens passent par-dessus parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et quand tu es rendu là, ben là, à ce moment-là, il faut que tu te poses des questions peut-être sur l'utilité. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'Ukraine. C'est sûr que l'Ukraine, d'une certaine façon, ça nous concerne de manière très indirecte, mais ça nous concerne dans la mesure où ça mobilise, on le sait présentement, l'OTAN. Tu sais, il y a des pays comme la Norvège, qui est un pays relativement zen et pas très concerné, sont en train de se réarmer à un niveau qu'on n'aurait pas imaginé. Il y a des pays, les pays évidemment sur la frontière, mais ça a un effet, mais c'est vrai que je peux rien faire, moi, concrètement, je peux rien faire, comme je peux pas, moi, aller... Tu peux faire une publication Facebook. Hein? Tu peux faire une publication Facebook. On l'a dit tantôt, parce qu'à un moment donné, ça fait quoi dans le réel? L'autre affaire, c'est, je peux même déchirer ma chemise à propos de Trump, c'est pas moi qui l'élis, c'est pas moi qui peux le battre d'un point de vue électoral. Donc là-dessus, je te rejoins dans le sens où, à un moment donné, ça, c'est le type de nouvelles qui alimente une certaine impuissance et donc de l'anxiété pure. Dans le sens que c'est pas un hasard. C'est revoir les manchettes qui cartonnent le plus, c'est que dès qu'il y a le mot Trump, les gens veulent savoir. Ils sont alertes. Ils veulent, tu parles de Trump. C'est ce qui marche le plus dans ça va marcher. Ouais. Présentement, là, tu
tu veux faire des clics, là, tu veux faire parle de Trump. Mets Trump dans ton titre, ça va marcher. Mhm. Mais après ça, c'est quoi que tu fais avec ça? D'ailleurs, j'ai trouvé le titre de l'épisode, mais vas-y, continue. Ah ouais? On va mettre Trump dedans. Oui, c'est ça, tu sais. Trump entre parenthèses. Ouais. Mais tu sais, c'est que là, tu dis, l'information en continu, c'est un phénomène relativement nouveau, là. Ça fait 20, 25 ans. On ne sait pas encore concrètement les effets démocratiques que ça a. C'est-à-dire, à un moment donné, j'en viens, moi, à la conclusion que l'information en continu, peut nourrir l'impuissance et le découragement en continu. C'est-à-dire faire qu'on a des gens qui sont juste comme un chevreuil devant une voiture qui est sur les hautes, là, et qui sont juste comme dans un état de prostration et d'impuissance. Si tu veux retrouver ton agentivité, là, pour reprendre un terme à la mode, si tu veux retrouver ton élan, ben, à un moment donné, il faut que tu décroches de ça puis que tu ailles t'occuper de ton voisin. Mais je veux qu'on... Alors, regarde, je veux qu'on se concentre... Est-ce que j'ai répondu à ton... Oui, tout à fait. Mais comme c'est le premier épisode de 2026, à moins que vous soyez abonné, évidemment, puis que vous l'ayez eu devant votre face en 2025. Et auquel cas, on souhaite joyeuses fêtes. Oui, mais on va le faire à la fin, tu vois. Comme c'est un épisode d'espoir, puis que ton livre porte sur l'espoir, moi, je veux qu'on revienne à ce que tu as fait tantôt. Tu as dit, d'un côté, tu as la nonchalance, l'indifférence au début, au milieu. C'est là qu'on essaie de se tenir. On a une vigilance. Une sorte de vigilance-action. Oui, vigilance-action, exactement. Et là, il y a l'anxiété de l'autre côté. Moi, je veux qu'on comprenne bien ça, parce qu'on le comprend en théorie, mais j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit de gens, par exemple, qui, au lendemain de l'élection de Trump, ont écrit des lettres à leurs enfants au Québec pour dire « Je m'excuse, je m'excuse que Trump a été élu. » Puis là, tu te dis « Mais cette personne-là, elle est dans l'anxiété parce que elle s'excuse d'avoir... » Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, cette personne-là? Elle n'a rien à se reprocher. Je lisais à la fin de... Là, on tombe dans ce que j'appellerais, pardonne-moi, Rémi, mais on tombe dans quasiment une sorte d'acte de contrition qui est presque religieux. Oui, mais cette personne-là lirait ton livre, puis elle lirait le passage à la page 135 où tu dis à Auschwitz, Shlomo Venezia explique pourquoi lui et ses compagnons se sont révoltés contre leurs gardiens en dépit de tout ce qui aurait dû les décourager d'entreprendre une action d'emblée vouée à l'échec. Et là, tu cites cette personne-là, notre espoir, donc ça, c'est une personne qui était dans un camp, n'était pas tant de survivre, mais de faire quelque chose, de nous soulever pour ne pas continuer ainsi. Même si l'espoir était vain, nous étions tous convaincus qu'il valait mieux agir et être tué plutôt que de mourir sans avoir rien tenté. Moi, je lis ça, je me dis c'est merveilleux pour les gens qui sont concernés par ce qui leur arrive, mais je me mets à la place de quelqu'un qui est anxieux, je lis ça, puis je me dis, mais j'ai un rôle à jouer. Et c'est là que j'ai dit, non, il faut que tu t'en ailles au milieu, toi, là. Toi, tu dois être vigilant et dans l'action, mais pas dans l'anxiété. Et l'action, c'est l'action intéressée. C'est ça que tu veux dire. C'est une action qui est intelligente. Tantôt, j'étais peut-être brusque quand je disais ça ne concerne pas l'Ukraine. Non, mais je sais que je ne t'ai pas brusqué, mais il doit y avoir des gens qui vont nous écouter et qui vont dire mais, arrête, tu n'as pas dit ça pour vrai. La vérité, soyons lucides. Je veux dire, on peut mettre des photos de drapeaux ukrainiens sur notre page Facebook. Ou alors, on peut aller en guerre. Moi, j'en connais qui sont allés comme mercenaires. Ça, par contre, toi, tu as pris ça personnel. Mais sinon, on n'a pas déjà suffisamment, Mathieu, autour de nous, de trucs qui nous regardent, les Québécois, que l'assiette est pleine. Et qu'il faut faire de la place, qu'il faut organiser l'assiette un peu. C'est ça. Tout est dans l'équilibre parce que je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que je plaide pour qu'on ne s'intéresse pas à ça. Je veux dire, je suis moi-même très intéressé. Je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe partout. J'ai parlé de la Norvège, mais le Maroc, la Chine. Je veux dire... Tu vis bien avec ça? Oui, mais dans le sens où je vais être averti. Mais à un moment donné, prenons l'exemple, revenons à Trump. Qui va être dans le titre de toute façon, fait qu'il faut bien justifier le titre. Entre parenthèses. C'est ça. Mais comment je peux répondre à Trump? Bien, je peux répondre à Trump là, en m'engageant activement dans ma vie démocratique. C'est-à-dire combattre. Si mettons, je pense que Trump est une menace pour la démocratie. Oui, je comprends. C'est ça mon constat. Si ma peur, c'est que le fascisme arrive, bien, évidemment, je peux pas... à l'échelle du monde, personne ne va faire bouger les choses tout seul, mais à un moment donné, il faut que je rende vivante
la vie qui m'entoure. Tu sais quoi le problème, Rémi, je trouve? Puis ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis déjà plusieurs années, depuis même Pays de la vie ordinaire, mon premier livre, c'est que la grande inconnue dans la postmodernité. C'est un grand livre en passant. Ah ouais, je suis en train de faire ma thèse de doctorat, puis il est cité OK. quelque part. Ah, mon Dieu, merci, c'était un honneur. Mais la grande inconnue dans la postmodernité, c'est pas le lointain. C'est pas, tu sais, la terra incognita, là, qui a tant fait rêver les explorateurs de la Renaissance. Puis la terra incognita aujourd'hui qui est plus la Lune parce qu'on y est allé, puis qui est déjà plus tout à fait Mars parce qu'on y a envoyé, puis qui est déjà plus tout à fait le système solaire parce qu'on a déjà des engins qui sont rendus au-delà du système. Tu sais, Voyager 1 s'approche. Dans 12 000 ans, il va être rendu à la prochaine étoile, Andromède, je sais pas quoi. La grande inconnue dans la postmodernité, c'est le proche. C'est que les humains sont devenus aveugles à ce qui est proche. Ils sont capables Ça les effraie. Oui. Ils sont capables, par Google Earth, puis par toutes sortes de moyens, de voir ce qui se passe partout sur la Terre. Sauf ce qui se passe à côté d'eux. C'est là, la terra incognita est là. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est pour ça, c'est comme tantôt ce qu'on disait sur espoir, désespoir, c'est une tension. C'est pas de renoncer au lointain, mais c'est de dire le proche, c'est la vie telle qu'elle se développe dans l'univers dans lequel je me trouve, dans le monde dans lequel je me trouve. Et si je veux minimalement ne pas désespérer de ce qui va mal dans le monde en général, il faut au moins que je m'occupe de ce qui est autour de moi et pas que j'attende toujours qu'un autre le fasse. Mais au sens figuré, Mathieu, ça voudrait dire si le proche nous intéresse moins que tout le reste, qu'on le comprend moins bien aussi. Oui. Parce que quand tu t'intéresses moins à quelque chose, que tu le laisses de côté, à un moment donné, il survient puis tu fais t'es qui, toi? C'est comme le bonhomme qui a 8 enfants puis qu'il y en a un qui est tout le temps perdu dans la maison. T'es qui, toi? Donc, mais c'est pour ça, est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui nous arrive? C'est le grand défi. C'est le grand défi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui je reviens à ça, je suis insistant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des choses qui les regardent et ces choses-là ne les regardent pas. Ils regardent ces choses-là. Oui. Mais il y a aussi que des fois, on veut changer les choses avant de les comprendre. Et comme intellectuel, moi, je me suis toujours donné pour première tâche, qui paraît plus humble, mais je pense que c'est la première et vraie tâche, c'est qu'il faut d'abord comprendre le monde avant de le changer. Parce que si on ne comprend pas le monde qu'on va changer, le monde va changer sans nous. Et peut-être même un jour, le monde n'aura plus besoin de nous. Il va devenir ce que Gunther Anders appelait un monde sans hommes. C'est-à-dire un monde où l'humanité sera devenue obsolète. Et puis ça c'est ce qui m'effraie beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver cette attention aux proches, qui est celle qui, à un moment donné, va nous reconnecter à un lointain qui n'est pas juste une abstraction ou qui est juste une source d'anxiété permanente ou qui est juste une... c'était comme le geste que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire ça avec ce livre-là. Et je me dis aussi, quelque part, ce qui nous vient un petit peu trop facilement par les temps, dans les dernières, mettons, 30-40 ans, là, culturellement, puis je ne parle pas juste du Québec, je parle, mettons, échelle occidentale, la dystopie nous vient un petit peu trop facilement. On dirait que ça, on peut en produire à la chaîne. Là. C'est ce qu'Hollywood fait d'ailleurs. Ouais. Il y a un marché pour ça. Là. Il y a un marché pour ça. Et les premières dystopies, pour moi, elles sont distinctes. Des gens comme Orwell jouaient le rôle que tu as un peu décrit tantôt, quand tu parlais de ceux des intellectuels qui sont plus dans la polémique ou dans la dénonciation, c'est le prophète. C'est-à-dire, Orwell, c'était le prophète. Huxley, c'était un prophète. Zamyatin, il y en a d'autres. C'est-à-dire des gens qui disaient « Je vais vous donner une projection du monde futur que vous ne voulez pas avoir. » Et 1984, c'est une projection d'un monde dans lequel on ne veut pas être. Et au fond, Orwell nous dit, si vous lisez ce roman-là, vous devez le lire en ayant à l'esprit que je vous présente un monde que je pressens, que je redoute. Et faites ce qu'il faut pour pas que ça arrive. Ça, c'est des belles dystopies. T'sais. Même encore, Margaret Atwood, La Servante écarlate, ou même encore, il y en a d'autres, mais c'est quoi la dystopie aujourd'hui? C'est plus ça. La dystopie aujourd'hui, c'est plus ça. C'est quoi? C'est un monde détruit. C'est un monde... Tout est
tomber, il reste en général un héros. T'as Houellebecq qui écrit des romans, qui se suivent et se ressemblent, ou en fait, il décrit quelque chose, puis là, on lui demande mais il y aurait quelque chose à faire au moins, puis là, il arrive cerner la cigarette au bec, dégueulasse physiquement. En fait, il est sa propre œuvre, là, c'est une déchéance. Puis il dit non, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On n'est plus catho, donc il n'y a plus rien à faire. Oui, puis c'est comme, tu sais, je me souviens encore de sa phrase pendant la pandémie qui a dit « Après la pandémie, ça va être la même chose en pire. » Oui, OK, c'est vrai. Oui, mais c'est tellement facile de dire ça. En même temps, écoute... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui reprochera même pas de dire ça. Quelqu'un qui aurait eu la naïveté ou la candeur de dire « Ça va peut-être être mieux aussi. » On aurait dit « Quel niaiseux. » Alors que pourtant, ça arrive aussi, ça. Tu sais que... Et la dystopie, puis Houellebecq appartient un peu à ça parce que, évidemment, Houellebecq, c'est toujours ambigu qu'est-ce qu'il veut faire avec ce qu'il présente, mais la dystopie actuelle, en fait, en gros, elle nous amène à accepter le monde tel qu'il est. Tout à fait. Tu sors d'un film hollywoodien où tout est détruit, puis tu te dis, ouf, on n'est pas si pire. Tu sais, c'est quand même mieux dans notre monde. Mais ça fait quand même son œuvre dans la tête de quelqu'un. S'il y a ça à la télé, au cinéma, dans la littérature, dans la musique, dans nos conversations, je reviens à la discussion que tu as eue avec tes enfants. C'est quand même incroyable que des adultes aient des discussions de même avec leurs enfants à 9-12 ans sur la forêt qui brûle. Puis tout. Non, mais je ne sais même pas un reproche que je te fais. Je veux dire, c'était dans l'actualité. Les enfants posent des questions. Oui, puis souvent, on leur répond. Oui, puis souvent, les adultes parlent puis ils ne savent pas que les enfants écoutent. Oui, mais ça, c'est vieux comme le monde, ça aussi. 2026, qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute, je vais avoir 50 ans. Très personnel. Mais ce que ça... Alors, je sens le temps qui passe. Mais ce que ça m'inspire surtout, je dirais, c'est... je suis toujours fébrile, moi. Mon rêve, ce serait de voir ce qu'il y a dans 500 ans, ce serait de voir ce qu'il y a dans 1000 ans, ça serait de... Je suis toujours fébrile, il y a quelque chose en moi, puis je vais dire pourquoi je suis fébrile. Parce que j'ai renoncé à un fantasme de la modernité qui est de prévoir. Ça, c'est la grande obsession de la modernité, hein? Tout prévoir, des plans quinquennaux. Moi, je prévois rien. Je ne sais pas c'est quoi mon prochain livre. Évidemment, je prévois rien. Prévoir pas dans le sens de prédire, prévoir dans le sens de planifier, dans le sens de planifier. Les deux. J'aime ça être souple. C'est-à-dire, évidemment, j'ai un travail, puis j'ai dit à un moment donné, il faut que je paye mon hypothèque, puis je ne veux pas avoir l'air de ce que je ne suis pas, là. Je ne suis pas une sorte de hippie, Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ça que la vie me surprenne, et je le dis à la fois à l'échelle personnelle, mais j'ai envie de le dire à l'échelle collective. La vie, parfois, est surprenante. Puis on dirait que j'ai envie de croire qu'il peut arriver des belles choses. Tu sais qu'il peut arriver des belles choses. Lesquelles, je ne me risquerai pas à les dire. Là. Ah oui, mais tu fais bien. Mais tu sais, je pense que c'est l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel on doit tous se mettre. C'est-à-dire, il peut arriver quelque chose. Oui. On attend un événement. Puis en fait, c'est ça l'aventure. Ouais. Tu sais, le mot aventure, la racine, c'est advenire, adventura. Advenire en ancien français, advenir, c'est l'avenir. Puis en fait, si on veut renouer avec l'avenir, il faut renouer avec le goût de l'aventure. Il faut renouer avec le goût du risque. Il faut avoir envie de se mettre un petit peu en danger. Puis il faut peut-être arrêter d'être dans une volonté maladive de tout maîtriser. Parce que même quand moi, ce que je trouve terrible, c'est que même pour les changements climatiques, on fait des prédictions, des prévisions, mettons, puis en général, on les bat on veut pas, mettons, que la planète se réchauffe à tel degré, puis on se dit, si elle est à tel degré, tout va mal aller. Puis finalement, elle monte plus. Ben ouais. Puis on fait juste ajuster les prévisions. Mm-hmm. Puis en fait, il est là le problème. Ben oui, c'est l'attitude. Là. C'est l'espèce d'attitude de OK, bon, on ajuste la prévision, puis c'est un peu comme à la bourse, là, le marché escompte déjà la récession. Puis à partir du moment où le marché escompte la récession, les traders sont tranquilles. Ben oui. Puis c'est ça le problème. Moi, j'aime beaucoup mieux, je comprends qu'on fasse tout ça, là, mais en même temps, il faut retrouver cette envie d'être surpris par les choses, par les humains, par les sociétés, par l'histoire. Puis le Québec a besoin de prendre des risques parce que
C'est très confortable. C'est très confortable. Tout va relativement bien. Ouais, il y a une coupe de poké, puis on pourrait s'en occuper, puis on s'en occupera pas, tiens. Mais les sociétés qui avancent souvent plus vite, c'est des sociétés qui sont prises avec des problèmes qu'on n'a pas. Et parce qu'elles ont ces problèmes-là, elles s'en sortent plus. Nous, on a comme atteint un niveau de confort qui ne nous fait pas réaliser qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. On a besoin de s'auto-botter le cul, en fait. Moi, j'avais envie de dire, des fois, j'enlèverais, je me souviens, là, de la plaque, puis la vraie devise du Québec, c'est prière de ne pas déranger. Prière de ne pas déranger, oui. Puis, tu sais, c'est la tranquillité, là. Tu sais, tout est tranquille ici, puis ce mot-là, on dirait, nous vient aux lèvres presque tout le temps, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une beauté à ça aussi, là, un peu comme le fleuve qui est toujours pas mal égal. Puis, il y a ça au Québec, mais des fois, l'intranquillité a ses vertus. A ses vertus. Ouais. Le mouvement, il n'y a pas de vie sans mouvement. Il n'y a pas de vie sans manque. Il n'y a pas de vie sans, c'est une eau stagnante, c'est une eau dangereuse, là. Tu mets ton pied là-dedans, puis c'est pas bon, là. Oui. Fait que le Québec ne doit pas devenir une eau stagnante. Non. Puis il y a un danger dans le fait que, on est beaucoup dans gérer les choses j'allais dire à la petite semaine, pas toujours, là, mais c'est souvent ça, on gère ça, puis on tient tout ça bien tranquille. On s'assure que personne n'est trop fâché mais il n'y a jamais... Écoute, je veux dire, pour être quelqu'un qui fait des revues de presse tous les jours, je peux te dire une chose, je le sais qu'on est bien puis confortable au Québec parce que le lundi ou le mardi, c'est invariable, il y a le texte qui sort sur les travaux à prévoir dans le tunnel le vendredi, samedi. Donc, on nous dit week-end compliqué pour se déplacer vendredi, samedi. Et ce texte-là revient le lundi d'après, revient le lundi d'après, revient. Là, tu te dis, on est vraiment là, on est bien ici. On est peut-être trop bien, par contre. Merci, Mathieu Bellil. Merci, Rémi. J'invite tout le monde à lire ce livre-là. Ça s'appelle Une brève histoire de l'espoir. Et à vous, chers auditeurs, je vous souhaite de prendre des risques. Essayez de brasser un peu quelque chose. Si tout va bien dans votre vie, je vous encourage à maintenir ces choses-là dans ce rythme-là, mais dérangez-vous un peu. Brassez-vous un peu. Essayez quelque chose d'autre parce que la vie commence lorsque le confort est plus un rythme de vie. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain. Bonne année 2026.